Merci à chacun d'être là. Merci à Alliance de nous accueillir. Ce que je voudrais vous dire, c'est que cette réunion pour nous est extrêmement importante. D'abord parce qu'elle commence à devenir tout à fait habituelle. Et elle est la traduction tout à fait concrète de notre projet d'entreprise. Je ne sais pas si vous savez, mais à l'heure actuelle, les professions dites réglementées sont un tout petit peu attaquées. Et nous avons à l'étude un principe dont nous ne dérogerons jamais, qui consiste à avoir comme projet d'entreprise deux choses. D'une part, d'allier le contrat avec le conseil. On ne conçoit pas le contrat sans le conseil. Et d'ailleurs, on ne conçoit pas non plus le conseil sans le contrat. Donc c'est vraiment l'alliance du contrat et du conseil. Et c'est l'accompagnement de nos clients dans leurs projets. L'accompagnement de nos clients dans leurs projets, ça consiste à qualifier un certain nombre de problématiques. Et aujourd'hui, Michel, dite Michele, a déterminé deux problématiques. L'une en matière d'environnement, la seconde. La première en matière de permis de construire. Et ce sont deux problématiques urbaines où vous êtes, en tant que client et en tant que conseil, confrontés. Et vous allez voir que l'idée, c'est non seulement de faire de l'analytique, ce qui est la première chose que nous tous, nous avons à faire, mais également, avec l'ensemble des intervenants, d'effectuer des propositions. Alors les propositions, par définition, on les fait aujourd'hui, on réfléchit, et ça ne va pas sortir de la boîte par l'opération du Saint-Esprit. Tout ça, ça prend des années, mais n'empêche qu'il faut un ferment, il faut un petit gland pour faire un chêne, et il faut donc commencer à mettre quelque chose dans la terre pour que ça puisse germer ultérieurement. Donc c'est vraiment l'objet de cette réunion, et j'insiste bien sur cette cohérence. Alors vous verrez si j'ai raison ou pas, parce qu'on se retrouvera dans 2-3 ans, et on verra si le notariat a réussi à passer le cap, ou s'il n'a pas réussi à passer le cap. Et moi, je vous fais le pari qu'il va réussir à passer le cap. Voilà. Donc, Michel, je te cède de la chose. Alors, le premier sujet, les servitudes mixtes, je dois au professeur Fatome, quand il était beaucoup plus jeune, et quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que ça remonte à 20 ans, cette histoire. Nous nous sommes coltés tous les deux sur un sujet de servitude mixte qui était le dossier dit CPCU, et à partir duquel il y a eu le siège de la RATP qui a été effectué, c'est juste à côté de la gare de Lyon. Et je dois reconnaître qu'en matière de servitude mixte, je n'y connaissais que dalle, mais vraiment que dalle. Et on a découvert tout ça petit à petit. Et dans le dossier, on avait pris de l'avance par rapport à d'autres. Et c'est ce qui a permis de sortir le dossier. Et donc, c'est le sujet des servitudes mixtes que je connais mieux que les questions d'environnement, sont vraiment un magnifique sujet. Et quelque part, on va vraiment vous proposer et rechercher comment dépasser les rigidités actuelles. Et Michel va m'assassiner si j'en dis plus. Donc je vais appeler le professeur Perinet-Marquet, le professeur Fatome, Mabod Aguigui, Alain Huc et Gladys Chassin, qui vont faire partie de la première table ronde. Comme vous le savez, cette conférence a comme objectif qu'on puisse discuter ensemble, donc préparez vos questions, discuter ensemble de manière sereine de sujets qui sont souvent bloquants dans les dossiers. Et c'est pour ça qu'on a choisi ces deux sujets. Et en fait, c'est amusant parce que ces deux sujets sont bloquants pas pour les mêmes raisons. Le premier,
les servitudes mixtes, c'est un sujet qui bloque et qui très vite pétrifie tout le monde. C'est-à-dire qu'on découvre une servitude de cour commune qui a été établie dans les années 60. Là, tout le monde commence à être pétrifié et on ne sait plus quoi faire. Donc l'idée de cette table ronde, c'est d'essayer de vraiment avoir une démarche analytique pour bien comprendre de quoi on parle, de bien comprendre où sont les difficultés et aussi d'essayer d'avoir une démarche prospective. Parce que comme vous le savez, il y a eu la loi Allure le 24 mars qui a touché au lotissement, donc qui a touché au cahier des charges, aux clauses des lotissements de nature privée. Donc l'idée, c'est de voir s'il n'y a pas des choses à faire aussi sur ce type de servitude. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, alors là, c'est pas tout le monde n'est pas pétrifié, mais tout le monde commence à sortir ses griffes. Donc l'acquéreur, le vendeur, le notaire, enfin les deux notaires, les avocats, les machins, là on est tous super énervés, super angoissés, on sort les griffes. Et donc l'idée, c'est aussi de faire en sorte d'apaiser la discussion, de comprendre hors champ de la négociation. Et on a beaucoup échangé avec les intervenants de la seconde table ronde. Et je pense qu'on va peut-être essayer d'arriver à trouver des solutions un peu plus sereines que ce qu'on peut vivre actuellement. Donc je vais laisser la parole à Mabod Aguigui pour ouvrir la table ronde. Bonjour à tous. Ça marche, oui. Merci beaucoup, Michel. Donc, je prends juste 2 minutes pour présenter Juridim. Pour la 2e année consécutive, donc, on organise ensemble, l'étude Chevreux et Juridim, cette matinée débat. Je ne peux que m'en féliciter et puis remercier, comme l'a dit Bruno Chevreux, la prêtresse, c'est un mot qui existe, hein, la prêtresse de cérémonie, qui est donc Michel René, qui a choisi les thèmes, qui a organisé la matinée, et puis qui a surtout réussi à convaincre, je parle pas de moi, hein, les éminences ici présentes, pour aborder 2 thèmes assez complexes, surtout celle-ci pour moi. et ce sont des thèmes pratiques et ce n'est pas un colloque, bien sûr, on n'est pas à la fac de droit. Je dois remercier également Christophe Bouillon, le directeur juridique d'Alliance Real Estate, qui est également membre du conseil d'administration de Juridim, qui arrive à mettre à notre disposition cette magnifique salle, très bien située et très bien agencée. Et merci Christophe, et merci Alliance. Et puis pour ceux qui ne le sauraient pas, s'il y en a encore, Juridim est une association qui regroupe les directeurs juridiques et les responsables des sociétés du secteur de l'immobilier. Et l'objectif de ce club, de cette association, est de promouvoir le rôle des responsables juridiques dans ces sociétés du secteur immobilier et permettre des échanges techniques et d'organiser également des matinées comme aujourd'hui. Encore une fois, merci à l'étude Chevreux et à Alliance pour cette matinée. Alors pour revenir très rapidement au thème de ce matin, je dois avouer, Michel, que quand vous m'avez demandé de participer à la matinée, j'étais tellement flatté que j'ai tout de suite dit oui. Et quand vous m'avez donné le sujet, je ne pouvais plus faire marche arrière. La prochaine fois, je réfléchirai d'une autre manière. Et je mettrai mon ego après la réflexion. Alors les servitudes, je les connaissais, tout le monde les connaît, ce sont des servitudes privées, aucun problème, les passages, les servitudes administratives d'utilité publique, tout le monde les connaît également, ou en tout cas on sait qu'elles existent, elles sont là, on les appelle servitudes, on pourrait les appeler contraintes, règles, ça serait exactement pareil. Les documents d'urbanisme sont censés les énumérer à la fin en annexe, les 4 types de servitudes que sont la protection du patrimoine, l'utilisation des ressources et équipements, défense nationale, salubrité et sécurité. Et puis, on a beaucoup de facilité à accepter en tant que citoyen, en tant que voisin, en tant que promoteur, en tant que propriétaire, l'existence de ces servitudes qui sont d'intérêt général, toutes les servitudes qui sont d'intérêt général.
puisque le droit de propriété est un droit absolu, sacré, tout ce qu'on veut, sauf qu'il y a beaucoup de servitudes qui viennent apporter des limites à l'exercice de ce droit. Mais alors, vous, le thème que vous avez choisi, Michel, c'est les servitudes mixtes. Ça n'a rien à voir avec la mixité. Moi, je les appellerais des servitudes hybrides, puisque pour moi, ce sont plutôt, je suis de formation plutôt civiliste, ce sont plutôt des monstres juridiques. Des monstres juridiques, on parle de nos deux copains, hein, non edificandi et non altus tolendi, qui sont fameux et qui viennent trouver leur place dans un code, le code de l'urbanisme, qui, bien sûr, on ne parle pas de servitude de non edificandi que de voisins majeurs et vaccinés se consentent délibérément, ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais avant que les professeurs de droit ici présents le fassent, je voudrais quand même vous donner lecture de cet article lentement. Il n'est pas très long, c'est le L471.1 du Code de l'urbanisme, et on dit lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme, donc du PLU par exemple, la délivrance d'un permis est subordonnée en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions à la création sur un terrain voisin de servitude de ne pas bâtir. C'est-à-dire le code prévoit le cas où, pour que je puisse construire mon immeuble, il faut que j'aille voir mon voisin pour l'empêcher de construire ou pour lui demander de me donner une non altus tolendi. Et puis on dit, je ne sais pas si vous sentez l'émotion qui est dans ma voix quand je dis ça, je ne comprends pas que le code puisse prévoir que pour construire mon immeuble, je sois obligé d'aller voir mon voisin, parce que c'est pas moi qui vais voir mon voisin parce que j'ai envie, c'est le code qui dit qu'il faut que j'aille voir mon voisin, et on dit même que si le voisin ne le veut pas, c'est pas très grave, parce qu'à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, ces servitudes peuvent être imposées par la voie judiciaire. Ce n'est pas de la mixité entre le droit privé et le droit public, c'est vraiment c'est quelque chose d'assez, c'est un monstre juridique pour moi. Et le décret nous dit que quand on veut déposer un permis de construire avec ce souhait de créer une servitude de cour commune avec son voisin, la demande de permis est accompagnée des contrats ou des décisions judiciaires relatives à l'institution de ces servitudes. Le droit de propriété sacré inviolable ne peut pas... voilà, on ne peut pas le lire en se disant que la Déclaration des droits de l'homme dit que le droit de propriété est sacré et inviolable, alors que la décision judiciaire peut venir imposer à un voisin l'institution d'une servitude dont il faut parler également, dont il faut évaluer le prix. Alors, donc, comme beaucoup ici présents, j'attends beaucoup d'éclairage, d'éclaircissement sur ces sujets par les autres intervenants, Monsieur Huck, pour nous raconter en pratique ce qu'il vit dans les servitudes, et nos deux professeurs, avec leur vision droit public, droit privé, puis la ville de Paris qui connaît des choses... qui connaît des choses peut-être non avouables, mais pour parler d'une expérience professionnelle personnelle, je vous dis simplement que les servitudes de cour commune, donc en tant que promoteur, nous les fréquentons, mais de manière absolument pas comme c'est prévu, c'est-à-dire que il est très très rare qu'on puisse déposer dans un dossier de permis de construire une servitude, une vraie servitude constituée. Alors d'addition judiciaire, je n'ai jamais vu moi personnellement une servitude constituée, parce que c'est très rare que, alors même qu'on n'a pas acheté le terrain, que le projet on ne sait pas ce qu'il va donner, qu'on puisse mettre au point un document qui s'appelle une servitude auprès de deux notaires, précisément dire ce qui va être fait sur le terrain voisin. Deuxième chose, la servitude qu'on va avoir, lorsqu'on va voir un voisin pour lui dire qu'on veut une servitude, qu'on veut imposer sur son fond une servitude, soit il s'agit d'un voisin institutionnel, et donc là on peut avoir une discussion, on peut arriver à parler de servitude de cour commune avec le voisin. Quand je dis institutionnel, c'est soit on est dans une ZAC, donc le problème est assez simple, soit on est avec un bailleur social par exemple. Mais aller voir une copropriété pour leur dire tiens, j'ai une idée, je vais mettre une servitude chez vous, c'est un signal donné pour tous les recours qui vont venir avant même qu'on dépose le permis. Ils ont le temps de faire leur association, enfin c'est très très bien, et en plus il faut y aller avec un chéquier vraiment ouvert,
Et ce n'est même pas sûr qu'on y aboutisse, puisqu'il y a toujours un copropriétaire qui ne sera pas d'accord. Et donc, récemment, j'ai eu quand même un jugement qui a annulé mon permis de construire dans une ZAC, puisque comme je vous l'ai lu, le décret, la partie réglementaire du Code de l'urbanisme impose la production de l'acte de servitude dans le permis. Et là, j'ai un jugement. Le juge ne pouvait pas dire autre chose que ce que je vais vous lire. Le juge dit, considérant qu'il est constant que le dossier de demande de permis de construire ne comportait que des projets de convention relatifs à l'établissement de ces servitudes, lesquels projets ne peuvent permettre de regarder la condition fixée à l'article R432-32 précité comme satisfaite. Donc, le permis est annulé parce que l'association qui a fait son recours a bien vu que la servitude de cour commune que nous voulions constituer n'était qu'un projet. Alors pourquoi ce n'était qu'un projet? Non seulement tout ce que je vous ai dit, pour les raisons, mais en plus, le fonds servant n'existait pas puisqu'on était dans une ZAC et que nous étions le premier lot. Le lot d'après n'était même pas créé et nous étions incapables, même si l'aménageur aurait voulu nous donner une vraie servitude, nous étions incapables de faire cette servitude. Alors, je finis mon intervention rapidement pour laisser la parole au prochain intervenant. Et je me tourne vers Michel pour dire l'article L471.1 avait un objectif, et c'est très parisien, c'était d'augmenter la densité. C'était de permettre à des immeubles qui, normalement, selon les règles d'urbanisme, ne pouvaient pas être proches l'un de l'autre, c'était pour leur permettre de se rapprocher et donc d'augmenter la densité. Comment ça se fait que le thème de notre journée est servitude mixte, une contrainte pour la densification? Et je laisse cette question ouverte. Eh bien, et je vais passer la parole au professeur Perrinet-Marquet, mais en fait, pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, ce qui caractérise ces servitudes, en fait, c'est qu'elles sont confrontées à deux temporalités différentes. À une première temporalité qui est celle du droit privé. Et donc la temporalité du droit privé, quand on parle de servitude, on parle de pérennité, c'est-à-dire elles ont vocation à durer pour l'éternité, enfin en tout cas dans la manière dont elles ont été instituées. On verra si on ne peut pas réfléchir autrement tout à l'heure. Donc ça, c'est la servitude de droit privé, la pérennité. Et puis, elle a une autre temporalité qui est le fait que cette servitude de droit privé, elle a été instituée pour des motifs d'urbanisme. Et le motif d'urbanisme, eh ben, en fait, en pratique, et ça, je pense que Gladys Chassaing nous en parlera, il a vocation à évoluer. Il évolue dans le temps. Et je pense que aussi Alain Huck nous montrera les choses. C'est-à-dire que les objectifs d'urbanisme, au fil du temps, au fil des siècles, ne sont pas les mêmes. Et donc, la servitude, enfin, en tout cas, la problématique d'urbanisme et ce pourquoi la servitude avait été instituée, évolue. Et donc aujourd'hui, ce qu'on constate, et ça c'est un exemple, je ne donnerai pas l'adresse, mais d'un dossier dans lequel on était dans les années 60, servitude qui avait été instituée dans le cadre d'un projet d'urbanisme et qui avait été mis en place pour des règles d'urbanisme avec des non edificandi et non adjustolendi. Aujourd'hui, le PLU qui évolue, un nouveau projet conforme au PLU, mais qui n'est pas conforme à la servitude, et donc une problématique de blocage. Donc aujourd'hui, du fait de ces deux temporalités, on voit que c'est un obstacle à la densification dans beaucoup de projets, et notamment à Paris, parce que cette pratique a été une pratique très importante. Mais je vais passer la parole au professeur, qui va essayer de nous balayer le champ de ce monstre juridique. Je sais pas, c'est pas gentil quand même, hein, le monstre juridique, mais en tout cas de ce phénomène juridique. Merci. Et effectivement, la première question qu'il faut se poser, c'est de savoir ce que c'est que ces servitudes mixtes. Et on peut le savoir que quand on revient aux fondamentaux du droit des biens. Alors j'ai le Code civil sur les genoux parce que c'est quand même un peu utile de l'avoir de temps en temps. Et j'ai l'article 637 qui me dit une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Alors, le français est un peu ancien, le mot héritage un peu dépassé. Il faut évidemment comprendre fonds. Pour le Code civil, en droit civil, une servitude, c'est une charge qui est imposée à un fonds au profit d'un autre fonds. Et c'est vraiment deux aspects fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faut deux propriétaires différents. On ne peut pas avoir de servitude entre deux fonds du même propriétaire, et il faut vraiment deux fonds.
Et il ne peut pas y avoir de servitude en droit privé qui serait au bénéfice d'autre chose qu'un fonds, et notamment d'une personne. Il ne faut pas oublier que lorsque le Code civil a rédigé ce texte, enfin ceux qui l'ont rédigé ont écrit ce texte, ils avaient quand même l'ancien droit à l'esprit et qui voulaient éviter absolument que la servitude soit une charge imposée à une personne. Et donc aujourd'hui, on admet qu'il puisse y avoir d'obligations de faire liées à une servitude que si ce sont des obligations annexes. Donc, la servitude de droit privé, c'est donc une servitude d'un fonds à un autre fonds qui peut avoir trois origines. Et c'est là déjà où ça se complique un peu. Parce que bien sûr, elle peut être contractuelle. C'est, je dirais, son essence. Mais quand on lit le Code civil, il peut y avoir des servitudes légales. Donc on a déjà un aspect un peu plus public, puisque c'est le Code civil lui-même qui impose la servitude. Il n'y a pas besoin de contrat. Exemple, les servitudes de vue, que vous connaissez tous, et qui sont parfois extrêmement gênantes. Ces servitudes, leur origine, c'est le Code civil. Et c'est bien d'un fonds à un autre fonds. Et puis, il y a des servitudes, même dans le Code civil, qui sont judiciaires. Exemple, le désenclavement d'un fonds enclavé. On va aller voir le juge en disant, voilà, moi j'ai un fonds enclavé, demandez à mon voisin de m'ouvrir un passage moyennant finance, et le juge va être obligé d'ouvrir un passage. Donc on a bien ici une intervention de l'autorité publique dans une servitude de droit privé, sans qu'on soit exactement dans le cas d'une servitude de cour commune dont on parlera tout à l'heure. Mais vous voyez que déjà le Code civil avait des choses qui ressemblaient un peu à ça. Mais il restait quand même classique, puisqu'on avait fonds et fonds. Alors en face, on a des servitudes qui sont des servitudes d'utilité publique au sens large du terme. Et là, la particularité, c'est qu'on a un fonds servant, mais qu'on n'a pas de fonds dominant. Donc on a une servitude hémiplégique côté propriété, puisqu'on n'a pas de fonds dominant attitré. Le fonds dominant, entre guillemets, c'est précisément l'utilité publique. Donc l'utilité publique va imposer à certains propriétaires de supporter sur leur terrain une servitude qui va obéir dans une certaine mesure au régime des servitudes, mais dans une certaine mesure seulement. Ceux qu'on connaît, il suffit de lire le Code de l'urbanisme, d'aller à l'article 126.1, L126 et R126.1 du Code de l'urbanisme, et on est à la liste des servitudes d'utilité publique qui s'imposent à un fonds, sachant que ces servitudes d'utilité publique sont vraiment dans un régime de droit public, puisque je vous rappelle que dans l'article 126.1, il est bien dit que si elles ne figurent pas dans le PLU, au bout d'un an, elles sont plus opposables. Donc là, on est dans des servitudes publiques. Et d'ailleurs, on peut même se demander si la règle de fond d'urbanisme, indépendamment des servitudes, n'est pas une forme de servitude, dans la mesure où le juge judiciaire admet parfaitement que sa violation peut générer une possibilité de démolition fondée quelquefois sur l'article 143 du Code civil. Et certains arrêts de la Cour de cassation utilisent le terme de servitude d'urbanisme pour parler de la règle de fond d'urbanisme, et même pas d'une servitude de L126. Donc vous voyez qu'on a le droit privé et on a les servitudes sans fonds dominant, parce que le fonds dominant, c'est l'utilité publique. Et puis alors, on en arrive à nos servitudes mixtes. Alors, je dirais qu'il y a peut-être 2 degrés, d'ailleurs, de ces servitudes mixtes qu'il est intéressant de distinguer. Il y a celle dont parlait M. Aguigui, la servitude de cour commune du Code de l'urbanisme. Et je dirais, celle-là, elle est dans le Code de l'urbanisme, mais il y a aussi les servitudes que finalement, sans qu'elle soit expressément dans le Code de l'urbanisme, la règle d'urbanisme va imposer, la création. Exemple, j'ai un fonds qui est insuffisamment desservi par une voie, donc pour obtenir mon permis de construire et pour respecter les règles du PLU relatifs à la desserte, je vais devoir prouver à l'administration que mon terrain est bien desservi, donc de lui sortir une servitude. Mais je dirais que, et c'est la même chose pour la servitude dite de cour commune du Code de l'urbanisme, parce qu'en fait, là, c'est que normalement, je n'aurais pas le droit de construire autant que je veux, donc je vais demander à mon voisin une minoration de densité pour moi construire plus, et évidemment, cette servitude va me permettre d'obtenir un permis de construire plus important que j'aurais pu obtenir.
Et dans le code de l'urbanisme, l'intérêt de cette servitude, c'est qu'elle peut être imposée par le juge parce que la constructibilité a un aspect d'intérêt public. Donc on voit bien qu'on est ici dans des servitudes qui sont des servitudes a priori de droit privé. Elles sont entre deux fonds, il n'y a pas de problème. Elles sont d'ailleurs faites selon souvent les canons du droit privé. Sauf que c'est de temps en temps le juge qui peut les imposer, mais on sait que ce n'est pas un obstacle, puisque dans la servitude de passage, qui est complètement extérieure, c'est bien le juge qui l'impose, et on n'a jamais dit que c'était autre chose qu'une servitude de droit privé. Donc on est, je dirais, dans une mixité relative. C'est une servitude de droit privé, mais qui est là pour respecter une règle d'urbanisme. Et puis, il y a une autre catégorie de servitudes mixtes, pour moi c'est les vraies, et les seules, je dirais presque. Ce sont les servitudes qui ont été créées qui ont été imposées par l'autorité publique et non pas par la règle d'urbanisme. Ce qui est une nuance subtile, mais que je trouve très importante. Parce que la règle d'urbanisme me dit, ben voilà, pour construire, il faut respecter telle chose. Bon, ben, j'ai envie de construire, je fais une servitude, mais personne ne m'oblige à la faire. Alors que dans l'autre hypothèse, l'autorité publique a dit, à un moment donné, alors souvent dans le passé, parce qu'aujourd'hui c'est plus compliqué, elle a dit, si vous voulez le permis de construire, je veux une servitude de droit privé. Donc c'était la condition même expressément posée par l'autorité publique de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme. Et on en a des exemples nombreux. Moi, j'en ai retrouvé dans mes dossiers où le préfet de la Seine dit si vous voulez construire là, je veux qu'il y ait une servitude de minoration de densité. Et d'ailleurs, il y a un arrêté par lequel le préfet de la Seine crée une servitude, tout en disant la servitude doit être quand même faite par acte de droit privé après. Donc on voit bien déjà l'ambiguïté. Et dans d'autres aspects, on voit bien que le préfet de la Seine dit je vous autorise la construction, vous aurez le permis de construire à condition d'avoir une servitude de cour commune, mais à l'ancienne, si je peux dire. Voilà. Et là, on a donc une servitude qui est assez particulière parce que c'est une servitude qui est effectivement de droit privé, mais ce qu'il a imposé, sa seule justification, c'est pas le respect de la règle d'urbanisme forcément, c'est que l'autorité publique a dit « je veux une servitude, et si vous n'avez pas de servitude, je ne vous délivre pas le permis ». Et on trouvait ça il y a très longtemps, parce que regardez un certain nombre d'actes de vente d'immeubles haussmanniens des années 1860, 70, 80, la ville de Paris faisait déjà la même chose de manière contractuelle en disant le projet de construction n'est autorisé que si, par exemple, vous respectez telle destination. Alors on voit ça dans les actes et on les a encore. Alors, quel est l'impact de ces servitudes mixtes? Et c'est là où l'aspect un peu effrayant apparaît, je dirais pas monstrueux, mais effrayant. Parce qu'on a des conséquences juridiques explosives qui sont liées à cette particularité. La première, c'est que normalement, une servitude se prescrit par non-usage pendant 30 ans. Enfin, pas toutes les servitudes, mais si elles sont en tous les cas apparentes. Là, on n'aura pas de prescription par non-usage. Donc une servitude mixte est une servitude qui ne va pas se prescrire. La Cour de cassation l'a dit dans une formule qui est très claire. Les servitudes imposées par l'autorité administrative lors de la division d'un fonds, en l'occurrence, poursuivant un intérêt général et ayant un caractère d'ordre public, ne sont pas éteintes par leur non-usage pendant 30 ans. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre l'écoulement du temps, la servitude ne sera jamais éteinte par l'écoulement du temps. De même, on pourrait se dire, d'accord, la servitude n'est pas éteinte par l'écoulement du temps, mais au moins, si je construis en violation de la servitude, peut-être qu'au bout de 30 ans, mon immeuble pourra rester en place. Non. Normalement, effectivement, dans une servitude normale, si je puis dire, je viole la servitude, il se passe 30 ans sans que le propriétaire du fonds dominant ne dise rien. S'il n'a rien dit, c'est qu'il était d'accord, finalement, avec la violation que j'ai faite. C'est que ce n'est pas important pour lui, donc on ne pourra plus me faire démolir.
Ben là, non, c'est pas le cas. Et dans un arrêt qui a marqué les esprits du 15 décembre 1999, la Cour de cassation a décidé que, justement à propos d'une servitude de cour commune de 1906, donc une cour commune à l'ancienne, il n'y avait pas de possibilité de prescription des constructions faites. Et là, les constructions avaient quand même été faites en 1928 et entre 1928 et 1953. Elles étaient dans la cour. Et ben, pour la Cour de cassation, elles sont susceptibles d'être démolies. Et vous voyez l'épée de Damoclès considérable que cela fait peser sur un certain nombre de projets immobiliers. De même, normalement, quand on dit servitude, c'est un rapport entre deux fonds, donc il n'y a que le propriétaire du fonds servant qui peut attaquer, du fonds dominant, qui peut attaquer si la servitude n'est pas respectée. Mais là, comme c'est des servitudes qui ont un fondement d'utilité publique, la Cour de cassation admet, elle l'a fait dans un arrêt de 2012, que même des propriétaires extérieurs au périmètre de la servitude peuvent attaquer en violation de cette servitude. Je continue parce que la liste est longue des particularités. Vente d'un terrain avec une servitude de ce type. Une servitude, par exemple, de minoration de densité imposée par l'autorité publique. Vente 25 ou 30 ans après. Le certificat d'urbanisme est obtenu à l'ancienne, si je puis dire, et le certificat d'urbanisme mentionne dans la constructibilité normale sans la servitude de minoration, sans tenir compte de la servitude de minoration de densité. Est-ce que l'acheteur peut attaquer en nullité la vente? Réponse de la Cour d'appel de Paris dans un arrêt de 2013, ben oui, pas de problème, il peut attaquer la vente parce que, en fait, il a quand même le risque qu'un jour la servitude soit mise en jeu, même si il a eu un certificat d'urbanisme positif. Ce qui est évidemment assez ennuyeux. Alors en plus, on pourrait se dire, bon, peut-être que quand même le juge judiciaire va tenir compte de la disparition de l'utilité publique à un moment donné pour dire que la servitude a pu disparaître. Ben non. Dans un arrêt de 2013, la Cour de cassation dit que la cause d'une servitude, et ça c'est une règle générale, la cause d'une servitude s'apprécie toujours au moment où elle a été constituée. Et pas après. Et là, elle dit expressément que cette cause ne disparaît pas en raison d'une modification ultérieure des règles d'urbanisme. Donc c'est vraiment très clair. C'est pas parce que la règle d'urbanisme a changé, on regarde la Cour de cassation, qui a fait perdre son utilité à la servitude, que la servitude a disparu. Donc on voit bien que le droit privé, ici, l'emporte sur le droit public, même si dans un jugement du tribunal administratif du 27 mars 2014, le théâtre de Paris a dit le contraire. Lui, donc il y a ici une divergence de jurisprudence des deux ordres juridictionnels. Mais je dirais ce qui compte au regard du risque le plus fort, c'est la jurisprudence judiciaire, parce que la démolition, c'est quand même le judiciaire qui l'a. Et ce qui est aussi assez étonnant, c'est que on aurait pu se dire, bon, par exemple, la ville de Paris a imposé une servitude à un moment donné, et on demande un permis de construire qui ne tient pas compte de la servitude, et la ville de Paris délivre le permis de construire. Donc si elle a délivré le permis de construire, c'est qu'elle est d'accord pour plus appliquer la servitude. Pour la Cour de cassation, malheureusement, non. C'est un arrêt du 12 juin 2012 qui nous dit que il ne pouvait être déduit de la délivrance de ce permis que le préfet de la Seine, qui avait, à l'époque, avait renoncé à se prévaloir de la servitude. Alors c'est vrai que c'était la ville qui avait délivré le permis et le préfet qui avait imposé la servitude, mais enfin on pensait qu'il y avait une continuité de l'action administrative. Et non, c'est pas le cas. Et vous voyez quand même que c'est extrêmement gênant. Et pour ne pas trop rallonger, je vais aller très vite sur les deux derniers inconvénients. C'est que normalement une servitude, on peut toujours y renoncer par accord des deux parties. Alors là, la Cour de cassation nous dit une servitude qui a été imposée par l'autorité publique, les parties ne peuvent pas y renoncer. Et deux, sa suppression exige une modification des prescriptions de l'arrêté d'autorisation que le juge judiciaire ne peut pas donner lui-même.
Donc on a vraiment un régime, vous voyez, qui est extrêmement perturbant, parce que ces servitudes mixtes font peser sur beaucoup d'opérations un risque qu'aujourd'hui, au regard du droit positif, on ne peut pas supprimer. Voilà. Merci beaucoup. Merci de ce balayage. Alors on va voir si on arrive à trouver des solutions, parce que c'est un peu stressant et angoissant cette affaire. Mais pour bien comprendre l'enjeu et le sujet, j'ai demandé à Alain Huck de participer à la table ronde, et il va nous montrer sur des exemples les incidences de ce type de servitude. Merci. Vous avez le bip, Alain? Oui, j'ai le bip. Alors, je sais pas, bouton vert, bouton jaune. Bah, essayez. Bah, ça vient déjà de changer. Donc, déjà, merci de m'avoir invité, Michel. Un tout petit préalable, parce que tout le monde connaît notre métier de géomètre expert, mais on vous accompagne, donc que vous soyez particulier, administration, aménageur, promoteur, dans vos projets, et on essaye de balayer pour vous un certain nombre de documents, notamment tout ce qui a trait aux servitudes. Alors on va faire deux choses. On va voir en fonction du projet de permis de construire toutes les servitudes qui vont être nécessaires pour que les services instructeurs puissent délivrer l'autorisation de construire. Et on va également recenser l'ensemble des servitudes existantes, toutes celles qui vont pouvoir impacter le projet de construction. Et là, en tant que géomètre expert parisien, on a justement ces servitudes de cours communes anciennes, puisque Madame Chassaing nous le précisera, mais l'engagement contractuel permettant de déroger à certaines règles d'urbanisme dans la ville de Paris, sur le territoire de la ville de Paris, est très très ancien. Et donc ces servitudes peuvent remonter à très longtemps. On en trouve ailleurs qu'à Paris. Hein. Surtout toute la petite couronne aussi, on en trouve pas mal. J'ai si Bertrand Palot qui est dans la salle, là, on a eu une belle servitude à Vincennes, hein, et qui nous a pas mal pollué aussi dans le cadre d'une opération. Donc c'est un sujet très urbain. C'est un sujet très urbain, exactement. Nous, donc, sur un projet de construire actuellement, donc on va mettre en place des servitudes de cours communes qui vont permettre donc l'article 7.2 du PLU de Paris nous permet donc de faire appel à ce type de servitude quand le projet ne respecte pas les distances nécessaires par rapport aux limites séparatives. Donc on va passer par la récapitulation des propriétés concernées, un plan détaillé de la cour commune avec l'identification du périmètre et une définition des caractéristiques de la servitude et différentes zones, qu'elles soient non aedificandi ou non altius tolendi. Alors voilà. Donc ça donne ce genre de plan, donc un petit lotissement, 4 lots, donc un projet de construction qui encadre une cour. Donc vous trouvez de façon tout à fait courante un périmètre de cour commune qui est délimité par des lettres et une cotation qui vient identifier les différents sous-secteurs de la cour commune. Voilà, donc un plan spécialisé de la cour commune avec les codes d'altitude qui régissent chaque règle, enfin chaque sous-secteur de la cour commune. Ensuite, voilà, alors là on voit pas, parce que tac. Bon, c'est pas grave. Ah, ici, voilà. Donc les caractéristiques et les dimensions, donc en termes de mètres carrés. On a du mal sur le fond bleu, je vous l'accorde. En tous les cas, notre rôle en tant que géomètre expert, c'est de caractériser chacune des composantes de la cour commune sur chacun des fonds, puisque la cour commune est un engagement réciproque entre plusieurs, là en l'occurrence 4 propriétaires, mais peut être simplement entre 2 propriétaires. Donc, en finalité, ben voilà, donc l'objet de la cour commune se situe pour moi à droite. Voilà, donc
voilà, une fois construit, ce dont on parle. Le deuxième rôle, c'est recenser donc les servitudes existantes, et ça, c'est plus dans le thème d'aujourd'hui. Toutes celles donc qui vont avoir un impact sur un projet de construction, et là je vais militer pour effectivement essayer de mettre en avant le géomètre expert qui est sur le territoire. C'est-à-dire que nous, géomètres experts de la région Île-de-France, on va effectivement avoir une vision assez courante de ces problématiques que peuvent et à l'inverse, effectivement, un géomètre sur d'autres opérations en province aura également, l'habitude de ce qui se passe dans son territoire. Donc ça passe par une analyse des titres de propriété que nos amis notaires nous fournissent, et donc également une visite des lieux, puisque notamment en matière de cours communes, cette visite et cette appréhension des lieux va nous dire que, attention, il peut exister, bien que la servitude de cours commune ne soit pas une servitude apparente au sens du Code civil, en tous les cas, on va voir dans l'exemple qui suit que on a par évidence quelque chose qui est mutualisé. Donc là, sachant que ce qu'on peut dire, Alain, pour conforter le rôle fondamental de l'analyse, c'est que en fait, regarde ce que disait le professeur, c'est que comme ce sont des servitudes qui peuvent avoir des centaines, des dizaines, voire des centaines d'années, en fait, l'analyse, elle peut pas être uniquement trentenaire. Donc c'est un travail, quand on intervient sur Paris, qui nécessite souvent beaucoup d'archéologie, parce que très souvent, en fait, elles ne sont pas dans les états hypothécaires. Donc, il faut les retrouver au fil de la lecture des actes. Et c'est ça qui rend aussi très piégeux ce type de servitude. Tout à fait. Et effectivement, là où, indépendamment, le géomètre a un rôle important, c'est-à-dire que quand... là, je prends un cas de figure, effectivement, donc d'un contrat de cours commune, on va le voir très ancien, mais quand on va sur place... Quand on voit cet espace mutualisé entre plusieurs propriétaires, donc là, sur la vue aérienne, on voit qu'il y a de multiples propriétaires, il y a 7 propriétaires qui sont concernés, et donc cette cour intérieure qui est quand même matérialisée, dont les limites sont matérialisées par des murs, mais qui sont avec des grilles. Et en fait, on voit très bien le Paris haussmannien, et ne pas oublier que ces cours communes sont leur origine est trouvée dans une règle hygiéniste d'avoir pour chacun des logements qui soient bien éclairés et bien ventilés. Donc, en l'occurrence, un traité entre la ville de Paris, donc qui date de 1906, et Madame, je ne vous vois pas d'ici, je n'ai pas mes lunettes. Millardet et autres. Voilà, donc, alors sans vous donner une lecture exhaustive, mais donc cette clause qui est dans ce traité, donc les comparants, d'autre part, désirant faire élever des constructions à usage d'habitation sur leur terrain sus-désigné, ont demandé à Monsieur le Préfet de la Seine l'autorisation d'édifier ces constructions en y ménageant 6 cours contigus, ainsi de suite, inférieures à celles prescrites par les règlements, mais qui, par leur réunion de la manière ci-après indiquée, présenteront une surface libre suffisante pour satisfaire aux prescriptions des dits règlements. Et enfin, la phrase qui suit, et ils ont offert à Monsieur le Préfet de la Seine de s'obliger à maintenir les dites cours et courettes à perpétuité. Donc, c'est pas la volonté des parties, c'est ce que disait le professeur, c'est-à-dire que en vertu, et Madame Chassaing reviendra là-dessus, en vertu de l'article du règlement sur Paris à l'époque, qui est l'article 16, cet engagement contractuel de déroger qui permet de déroger à la règle de dimension des cours. On n'est pas sur des distances réglementaires. Là, à l'époque, on est sur des dimensions de cours
minimum à respecter, et il est clairement indiqué dans le règlement que si on veut déroger à cette règle, on a la faculté de mutualiser avec les propriétaires voisins ces cours, et donc de prendre cet engagement vis-à-vis du préfet de la Seine, représentant la ville de Paris. Donc, voilà le plan de l'époque. Hein. Malheureusement, c'est pas un géomètre, c'est un architecte. Nul n'est parfait. Mais donc voilà, on a quelque chose qui est quand même très précis, hein, qui est dans la même ligne de ce qu'on fait actuellement, hein, c'est-à-dire l'identification de chaque propriétaire, de chaque propriété, de chaque fonds, avec une cotation et des dimensions de cours qui sont extrêmement précises, et en tous les cas qui nous permettent, donc on est maintenant plus de 100 ans après l'établissement de ce contrat, de pouvoir, par rapport à un mesurage qui est fait sur site, de requantifier l'engagement contractuel de l'époque. Donc, on s'est amusé à le faire. Le plan est tourné d'une autre façon. Donc voilà les propriétés qui sont concernées par le traité. Et on superpose donc l'emprise de la cour donc en bleu. On a repris la cour, on a représenté la cour telle qu'elle a été négociée en 1906. Et on s'aperçoit que il y a donc des constructions donc qui sont mises en bleu foncé. Il y a des constructions actuellement qui déjà sont dérogatoires par rapport au contrat. Donc, le professeur nous a effectivement déjà alerté sur leur pérennité, sur leur transmissibilité. Et puis, se posent d'autres problématiques plus actuelles. C'est quid d'une nouvelle opération, c'est-à-dire on souhaiterait déposer un nouveau permis de construire parce que, effectivement, le PLU actuellement permet de densifier, hein, puis c'est une volonté législative de densifier. Donc, on pourrait très bien être imaginé vouloir démolir un de ces immeubles et reconstruire autre chose à la place. Et effectivement, on serait peut-être embêté à devoir renégocier cette cour commune avec les co-contractants et avec la mairie de Paris, de façon à pouvoir faire autre chose, parce que le PLU actuel nous le permet. C'est-à-dire que actuellement, si vous êtes dans une bande de 20 mètres, vous pouvez vous accoler aux constructions existantes et prendre le même gabarit que sur la rue. Vous pouvez effectivement rester, si vous êtes à moins de 6 mètres de votre limite séparative, à ce moment-là, vous n'avez rien à négocier. Et là, très concrètement, on s'aperçoit, j'ai pas coté les profondeurs, mais on s'aperçoit qu'on pourrait très bien imaginer quelque chose et qui soit dans le règlement actuel, qui colle avec le règlement actuel. Et pour autant, si on ne prend pas les précautions préalablement, quand un promoteur viendrait nous voir, et si on ne prend pas la précaution de répertorier ces servitudes, on risquerait d'avoir fait travailler le promoteur et son architecte sur quelque chose qui, juridiquement, de toute façon, ne pourrait pas tenir la route. Voilà, donc il y a un autre contrat, mais enfin voilà, celui que vous avez tout à l'heure évoqué, qui est de la même veine, mais qui est plus récent et qui reprend la même règle, qui reprend un autre règlement de la ville de Paris plus ancien que celui de 1902, mais qui est un règlement, donc un contrat qui avait été fait en 1967, où effectivement, manifestement, de la même façon, on s'aperçoit qu'une partie des bâtiments actuels empiète sur les zones non aedificandi qui étaient établies par le contrat en 1967. Voilà. Ce que je voulais vous dire, et je vais laisser la parole à Madame Chassaing qui va peut-être rentrer plus sur le point de vue réglementaire.
Merci beaucoup Alain, parce que ça permet vraiment de voir et de se rendre compte de l'impact de tout ça. Et je repense à quelqu'un qui est dans la salle où il y a une dizaine d'années, on a eu un sujet de cette nature et où il était envisagé de faire un parking. Donc on était en sous-sol, mais et donc il y avait une cour qui avait été constituée dans le cadre d'une opération dans les années 50 et en fait, de par la rédaction de la servitude qui parlait de non aedificandi, en fait, même les édicules de parking ne pouvaient pas sortir dans le cadre de cette cour. C'était même pas une histoire de démolition-reconstruction, c'était des édicules de sortie d'air du parking qu'on ne pouvait pas faire. Ce parking était fondamental pour la valorisation de l'immeuble. L'investisseur en cause a mis plus de 3 ans à sortir tout ça, puisqu'en fait, il était à côté d'une copropriété qui comprenait 150 copropriétaires, outre le carnet de chèques, il a fallu sortir le pot de peinture, les travaux, etc. Et qui a finalement planté une partie de l'investissement de cet investisseur. Donc c'est vraiment extrêmement concret comme problématique. Donc l'ADIS, à toi. Bonjour, je vais essayer de vous exposer comment la ville traite ce type de sujet. Alors tout d'abord, pour vous permettre de comprendre, je pense qu'il faut faire un petit historique sur la ville de Paris pour savoir pourquoi on est confronté à ce type de problème, avant d'aborder la deuxième question qui est comment on gère ces servitudes, à la fois au niveau des opérations d'aménagement, mais également au niveau des autorisations d'urbanisme. Alors, pour ce qui est de la naissance de ces servitudes mixtes à Paris, ce que l'on peut constater, c'est que très tôt, en fait, à Paris, il a été nécessaire de réglementer la manière dont les constructions s'implantaient. Donc, tout au début, on peut constater que les premiers textes remontent à 1783, et ces premiers textes concernaient essentiellement l'alignement sur la voie. Donc, en fait, on s'intéressait essentiellement à ce qui se passait sur la rue pour petit à petit avoir des décrets impériaux ou des décrets de la République qui ont commencé à s'attacher à la manière dont on construisait dans Paris, mais non pas seulement sur rue, mais à l'intérieur des parcelles. Donc, on voit apparaître, à partir de 1864, des premiers textes avec des articles réglementaires qui fixent des prescriptions sur les hauteurs, les saillies, les combles. À partir de ce moment-là, la réglementation continue à s'étoffer et c'est en 1884 que l'on voit le premier texte qui fixe des dispositions sur les cours à Paris. Alors tout ça, comme le disait M. Huc, avec des notions d'hygiène pour que les constructions ne s'implantent pas trop près les unes des autres. Donc le règlement fixe des prescriptions sur les cours avec des distances spécifiques et notamment précise qu'il est possible de déroger à ces dispositions en prenant un accord entre propriétaires, accord devant la ville. Alors tout ça est renforcé en 1902, donc là je vais demander à ce qu'on avance, avec le règlement de 1902 qui prévoit dans son article 16, qui était celui qui était cité tout à l'heure par M. Huc, donc, qui justifie un certain nombre de servitudes qui ont été présentées tout à l'heure. Ce texte dit, alors ce texte bien sûr fixe, comme je vous l'ai dit, des dispositions sur les cours et les courettes, mais des dispositions très précises, c'est-à-dire la distance entre les pièces principales et également des dispositions sur la taille des cours. Et il dit expressément qu'il y a la possibilité de déroger à ces règles en cas d'accord entre propriétaires, et l'article 16 précise, dans ce cas, ils doivent notifier leur accord au préfet de la Seine et prendre envers la ville de Paris l'engagement de maintenir leurs cours et courettes. Donc on voit vraiment apparaître là les premiers éléments, les premiers prémices de cette servitude mixte, qui est une servitude entre propriétaires privés, mais qui va être concrétisée par un accord devant la ville, un engagement pris vis-à-vis de la ville, et qui va en quelque sorte être entériné par le préfet. Donc premiers éléments, ou première naissance, si vous voulez, de cette servitude. On va revenir en arrière. Lorsqu'on regarde l'histoire de Paris, on voit qu'en 1950, un nouveau règlement apparaît. Toutes les dispositions antérieures sont à chaque fois reprises dans les différents règlements. Elles ne font que s'étoffer.
simplification de la règle, vous voyez, ça date d'il y a très longtemps. Donc tout se complexifie et en 1950 apparaissent des éléments sur les zones d'affectation et la possibilité de créer des plans d'aménagement d'îlots. Et là encore dans le texte spécifique, il est possible de déroger aux dispositions qui sont fixées par des contrats approuvés par le préfet. Donc on continue toujours dans le même état d'esprit, implication, imbrication du privé et du public. En 1962, comme vous le savez, en 1958 apparaît la première réglementation sur les plans d'urbanisme directeurs, donc qui fixe un certain nombre de dispositions que l'on peut avoir dans les documents d'urbanisme. Et notamment, le texte de 62 renforce là encore le dispositif et prévoit la possibilité de fixer des COS, mais également la dérogation, la possibilité de déroger à ces dispositions, et là c'est un article qui le spécifie, à condition que l'administration impose une servitude qui permet de déroger, servitude qui là aussi va avoir l'agrément du préfet. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'apparaît à Paris cette servitude double, cette servitude mixte. Vous avez un contrat privé, mais un contrat privé qui doit être entériné par l'administration. Donc on peut dire que dans la continuité de tous ces textes qui sont nés en 1783 par une déclaration du roi, on en arrive aujourd'hui aux documents d'urbanisme avec des dispositions qui sont un peu inspirées de tout ce qui s'est passé dans le passé, à savoir dans les documents d'urbanisme, des articles qui reprennent les règles qui avaient été fixées antérieurement. C'est-à-dire que vous retrouvez tout ce qui concerne à l'article 6 l'implantation par rapport aux voies, à l'article 10, la réglementation sur les hauteurs, qui est née en 1859. Dans l'article 7, les implantations par rapport aux limites séparatives. Donc, on voit les prémices de ce qui a commencé à naître en 1884. L'article 8, les constructions sur un même terrain. Donc, de la possibilité, en quelque sorte, de déroger, ou du moins d'appliquer différemment les règles relatives aux limites. Tout ça aussi qui prend son essence en 1884, et l'article 2 sur les destinations. Alors, pour vous permettre de comprendre un peu mieux l'articulation entre 7 et 8, le slide sur le PLU qui est un petit peu plus loin vous en donne l'illustration. Voilà. C'est-à-dire que dans le PLU de Paris, comme vous le savez, les dispositions de l'article 7 fixent la manière dont on implante les constructions par rapport aux limites séparatives. Donc ça vous donne un certain type de prospect, de gabarit et de hauteur qui est illustré sur la diapositive qui est tout en haut et celle qui est de côté. Donc vous voyez bien comment on peut s'implanter par rapport aux limites séparatives. Soit on est accolé aux voisins et on monte pas haut, soit il y a une certaine distance et on peut élever la construction. Donc ça c'est la règle. C'est la règle comme celle qui existait en 1884. Si vous vous implantez par rapport à une limite séparative, vous avez ces gabarits-là. Oui, mais l'article 8 vous dit, enfin le PLU vous dit également que si vous n'êtes pas en limite séparative, si vous avez un contrat de cour commune, vous vous implantez différemment. Et à ce moment-là, c'est l'article 8 en dessous qui s'applique. Et vous voyez tout de suite que vous pouvez monter beaucoup plus haut de part et d'autre. Donc, en fait, à ce moment-là, ce sont les dispositions des constructions en vis-à-vis sur un même terrain. Donc, vous comprenez tout de suite l'enjeu qui peut apparaître. Et en fait, quand on réfléchit à ce qui se passait en 1884 et en 1902, on voit bien que tout ça, c'est un petit peu dans la même optique. C'est-à-dire qu'une règle et la possibilité, à l'époque, de déroger, maintenant on ne dit plus de déroger, mais aujourd'hui, la possibilité d'appliquer autre chose via le PLU, à condition qu'il y ait un contrat de cour commune. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour l'historique. Donc fort de tout cet héritage du passé, évidemment, nous avons un certain nombre d'actes qui ont été pris et les services sont confrontés dans la gestion quotidienne des dossiers à ce type de servitude. Donc comment gérer ces servitudes aujourd'hui ? Eh bien, il y a deux manières d'être confronté à ce type de servitude. D'une part, au niveau des opérations d'aménagement, d'autre part, au niveau des autorisations individuelles. Alors, au niveau des opérations d'aménagement, comme le disait Monsieur Huck, en fait, lorsqu'on intervient sur une parcelle, effectivement, ou lorsqu'on intervient sur un quartier, il faut à chaque fois faire l'historique
de ce qui existe et savoir si on peut potentiellement être confronté à ce type de disposition. Alors ça nous est arrivé, c'est de l'archéologie juridique, c'est de l'archéologie historique qu'il faut faire. On a eu l'exemple d'un aménagement d'un îlot. Un plan d'aménagement, effectivement, avait été pris sur le fondement des dispositions de 1950 et 60. On a été obligé de véritablement analyser tous les actes parce qu'il y avait des servitudes. Alors la réalisation, en l'occurrence, de l'aménagement de l'îlot avait donné lieu à des servitudes privées qui avaient été contractualisées. Et en fait, la réalisation, donc le plan d'aménagement donnait ces servitudes, mais la réalisation effective de l'aménagement n'était pas conforme en fait aux servitudes. Donc déjà, on avait un plan qui fixait des servitudes. Après, quand on regardait l'aménagement, les servitudes avaient bougé. Donc, il a fallu véritablement faire tout un historique, savoir quel était le fonds dominant, le fonds servant. Dedans, il y avait des copropriétés, savoir comment on pouvait lever la servitude, s'il était possible de la lever, si c'était une servitude d'utilité publique ou pas. Donc, véritablement, une recherche historique qui nous a pris 8 mois. Et en fait, l'opération a pris 12 mois dans l'aile, si on peut dire crûment. C'est-à-dire que pendant 12 mois, voilà, elle a été retardée. Alors, s'agissant d'une opération qui restructurait un quartier où il y avait du logement, des équipements publics qui étaient prévus, on peut comprendre qu'à un moment où on parle de densification et de besoin de réaménagement des villes, c'est véritablement un problème et il est nécessaire de clarifier en fait la situation pour savoir où on va et comment gérer, comment faire sortir un projet. Deuxième niveau à partir duquel on peut rencontrer ce type de contrat, c'est au niveau des autorisations d'urbanisme, des demandes individuelles. Alors là, je dirais, lorsqu'on parle de permis de construire, eh bien, il y a le fameux droit des tiers. Donc, quand on vient voir la ville avec un contrat privé, la ville vous répond « Ouh là là, faut cacher ce contrat de droit privé que je ne saurais voir. Normalement, je ne m'en occupe pas pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, puisque le juge administratif va vous dire normalement, le permis de construire ne sanctionne que la règle d'urbanisme et ne regarde pas du tout les contrats privés. Donc, effectivement, pour un certain nombre de servitudes qui sont privées, ou du moins considérées comme telles, c'est-à-dire pour lesquelles la délivrance du permis de construire ne nécessite pas de passer un contrat, on ne va pas du tout s'en occuper, c'est une servitude privée, c'est une servitude ancienne, on ne la regarde pas. Alors, avec bien sûr le bémol dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'article L471-1 nous dit bien sûr que lorsque le permis de construire doit être accordé avec la mise en œuvre d'une servitude, à ce moment-là, bien sûr, cette servitude est nécessaire. C'est-à-dire que pour appliquer l'article 8, il faut bien sûr qu'on ait le contrat de cour commune. Sinon, on tombe dans l'article 7. Donc, il faut bien distinguer la servitude, comme le disait le professeur Perrine, est marquée privé-privé, et la servitude privée, mais qui conditionne la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Donc attention, il y a vraiment deux échelles différentes. Donc là, effectivement, si vous voulez, l'administration réagit différemment. Dans un cas, c'est « ouh là là, je vois rien », et puis dans l'autre, « j'en ai besoin ». Et après, vous avez des hypothèses qui peuvent être parfois plus compliquées pour les particuliers, et où je pense où il y a aussi un besoin de clarification qui sont liées à l'histoire. C'est un peu ce que signalait Monsieur Huck. C'est quand vous avez un particulier, un notaire ou un géomètre qui vient voir la ville et qui fait état justement d'une servitude ancienne et qui nous demande si cette servitude existe encore, qui nous consulte pour savoir si cette servitude existe encore, puisqu'elle a été contractée devant l'administration, et si l'administration peut la lever ou pas. Et à ce moment-là, on a effectivement parfois, on voit passer des cas qui sont assez compliqués. J'ai l'exemple d'une servitude qui avait été instituée en 1902, donc sur le fondement du règlement que je vous ai montré tout à l'heure, dont je vous ai cité l'exemple, c'est-à-dire un propriétaire qui coupe sa parcelle en deux, il la vend, 1902, les actes sont passés, tout ça très très bien. Création d'une cour de 140 mètres carrés entre les deux propriétés, et l'acte mentionne que dans cette cour, il y a des communs rez-de-chaussée qui doivent être maintenus en l'état, ça ne doit pas aggraver la situation, zone non aedificandi, zone non altus soleni, tout ça, ça vit très bien, tout le monde est très content.
La parcelle évolue, c'est mis en copropriété, les éléments sont repris dans les actes de la copropriété, et puis quelqu'un habite ce fameux commun R+1, le réaménage, rénove, etc., veut engager des travaux, veut vendre, et consulte la ville en disant qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que cette servitude existe? Est-ce qu'elle vaut toujours au regard du PLU? Comment je fais? Et en fait, quand on regarde les documents, eh bien, on se rend compte que ma foi, la servitude de cour commune, d'abord, elle fait 140 mètres carrés sur les papiers, mais dans les faits, on a 70 mètres carrés. Donc, petit problème. Alors, heureusement, dans le cas d'espèce, il y a la trace dans les actes de l'existence de communs. Donc, on se dit, en fait, le bâtiment existait. Mais imaginons qu'il n'y ait pas la trace et que la copropriété se réveille et dise « Ouh là, je veux qu'on démolisse », on sent bien quelle pourrait être la frayeur des différents intervenants. Il ne s'agit pas de savoir qui a tort, qui a raison, mais on peut comprendre là quand même qu'il y a un problème. Et puis après, on nous a demandé, au regard du PLU, si on veut faire quelque chose, est-ce que c'est possible ? Et donc, on a regardé dans le document d'urbanisme actuel quelles étaient les règles de prospect par rapport à l'époque. Et donc, vous voyez, là, il y a vraiment un souci, et il y a une interrogation de la part des particuliers, on peut se comprendre. Et imaginons que l'on dise, pour supprimer ce type de servitude qui existait, pour légaliser en quelque sorte, enfin pour permettre cette maison qui finalement était là depuis l'origine, et on se dit finalement elle était là, comment peut-on faire? Imaginons qu'il faille délibérer, que la ville soit obligée de délibérer pour entériner le fait que cette servitude n'existe plus. Il y a 74 000 parcelles à Paris qui sont régies depuis 1884. J'imagine pas qu'on soit obligé de délibérer chaque fois que quelqu'un nous pose la question de faut-il supprimer une servitude. Donc voilà, il y a vraiment des interrogations, il y a un besoin de clarification et de sécurisation pour les particuliers, et puis aussi de sécurisation pour la ville, un besoin en fait de savoir pour tout le monde où on en est, comment on gère ce type de servitude. C'est l'héritage du passé, il est là, mais il faut essayer en fait de sécuriser tout le monde. Merci beaucoup Gladys. Je pense que ça fait très très bien le lien avec ce que va nous dire monsieur le professeur, dont la tâche n'est pas simple, parce qu'on a dit beaucoup de choses. Finalement, on vous laisse un peu le plus compliqué de l'histoire, mais vous aimez ça. Le plus compliqué de l'histoire, c'est s'interroger sur l'évolution. L'évolution, puis aussi d'un point de vue du droit public. Je pense que Gladys Chassaing a bien posé le sujet. C'est-à-dire que le professeur Pérénique Marquet nous a bien rappelé que d'un point de vue du droit privé, l'extinction de ces servitudes, déjà, ne pouvait pas fonctionner par prescription, par construction, par perte de cause, que donc à partir de là, il fallait recueillir l'accord. Très bien, donc on voit tout le degré de complication de ça, et donc se pose la question de l'évolution, mais aussi ce qui est important, c'est du point de vue du droit public, comment tout ça disparaît. Est-ce que la modification du PLU qui finalement ne rend plus nécessaire la règle vaut extinction? Est-ce qu'il faut délibérer? Quid? Ça c'est aussi un vrai sujet qu'on a dans les différents dossiers qu'on a au quotidien. Alors, la première constatation, c'est que malheureusement, il y a assez peu de réponses certaines à la question que vous posez. Donc, tout ce que je vais dire doit être pris en ayant présent à l'esprit le fait que malheureusement, le droit positif en la matière, et ça résulte d'ailleurs très clairement de ce qui a été dit précédemment, et tout sauf précis, limpide, c'est le moins qu'on puisse en dire. Alors, je crois que pour essayer de répondre à votre question, il est absolument essentiel de savoir si on est en présence d'une servitude de droit privé, uniquement de droit privé, éventuellement rendue nécessaire par une réglementation d'urbanisme pour permettre d'obtenir une autorisation, ou si on est en présence d'une servitude dite mixte qui
effectivement, présente un caractère de droit privé dans la mesure où elle remplit les conditions de l'article 637, donc créé pour l'utilité d'un fonds dominant, mais malgré tout, qui présente un caractère d'utilité publique et qui a été imposé par l'autorité administrative et qui, par voie de conséquence, présenterait donc un caractère administratif. Alors, la première hypothèse qui me paraît être, à tort ou à raison, l'hypothèse des servitudes de cour commune telles qu'elles sont désormais prévues par le Code de l'urbanisme et notamment l'article L471 qui se trouve repris dans les règlements d'urbanisme des diverses collectivités. Moi, je m'aventure un peu sur un terrain qui n'est pas le mien, mais il me semble que dans cette hypothèse, on est véritablement en présence d'une servitude de droit privé. Elle est créée dans un intérêt privé pour l'utilité d'un fonds, pour permettre la réalisation d'une construction qui, sans la servitude, ne serait pas possible. Et là, il faut bien voir qu'après tout, le mécanisme prévu par le Code est un élément de souplesse. Il faut bien se rendre compte que ces servitudes de cour commune qui sont prévues par le Code sont des servitudes qui permettent de réaliser des projets qui, sans ça, ne pourraient pas se réaliser. Donc, la comparaison que vous avez faite avec la servitude de passage me paraît éclairante au plus haut point. On est exactement, si vous voulez, dans le même type de situation. Avec, encore que la servitude de passage puisse également être imposée, mais malgré tout, cette originalité que si celui qui a besoin de la servitude ne réussit pas à obtenir l'accord de celui qui va subir la servitude, eh bien, il peut s'adresser au juge pour lui demander d'imposer cette servitude. Mais je crois que le fait que le juge impose la servitude ne va pas modifier la nature de la servitude, elle va rester une servitude de droit privé. La seule chose, c'est que le législateur, en 1958, a prévu cette possibilité. Il a prévu cette possibilité, c'est d'ailleurs tout à fait intéressant de le noter, pour, est-il dit dans la loi d'habilitation, car ça a été pris par ordonnance, laissez, il est dit que le gouvernement est autorisé à fixer les conditions dans lesquelles, en vue d'assurer la bonne utilisation des surfaces bâties ou à bâtir dans les agglomérations, pourront être instituées, à défaut d'accord amiable par voie judiciaire, des servitudes de cour commune. Donc on voit bien, déjà en 1958, il fallait favoriser, faciliter la réalisation d'opérations de construction. Donc, dans des hypothèses où il y avait un propriétaire bloquant, entre guillemets, eh bien, on pouvait demander au juge de lever le verrou pour permettre la réalisation de l'opération. Donc, c'est vrai que le fondement du pouvoir du juge est bien l'intérêt public, mais ce n'est pas parce que le pouvoir du juge trouve son fondement dans l'intérêt public que pour autant la servitude n'est pas une servitude de droit privé. Bon. Servitude de droit privé qui est donc nécessaire pour que la construction soit conforme à la réglementation d'urbanisme. Nous sommes bien d'accord, hein, en fin de compte, le permis de construire est délivré parce que, du fait de cette servitude, eh bien, l'administration peut constater que le projet de construction est conforme à la réglementation d'urbanisme. Alors, ce qui pose effectivement la question de savoir ce qui se passe lorsque la réglementation d'urbanisme évolue et que, par voie de conséquence, la construction peut être conforme à la réglementation sans que la servitude existe, hein, sans que la servitude, elle n'est plus nécessaire à la conformité. Alors, quelles sont les conséquences ? Je crois que vous l'avez très bien dit. Du point de vue de
du droit administratif, du droit de l'urbanisme, eh bien, ça signifie que l'administration pourra très bien délivrer des permis de construire sans tenir compte de cette servitude, dès lors qu'elle constatera que le projet de construction qui lui est soumis est conforme à la réglementation. Elle va le délivrer sous réserve du droit des tiers. Bon, elle va délivrer sous réserve du droit des tiers, mais il y a une jurisprudence d'ailleurs assez claire des cours administratives d'appel qui admettent parfaitement que dans ce cas, eh bien, la délivrance du permis de construire est possible. Donc, du point de vue du droit de l'urbanisme, il n'est pas nécessaire, disons, de supprimer ce type de servitude. L'administration est parfaitement en droit de ne pas en tenir compte dès lors qu'elle n'est plus nécessaire pour le respect de la réglementation. En revanche, du point de vue du droit privé, puisque c'est une véritable servitude de droit privé et que le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, si le projet de construction viole la servitude, cette servitude de droit privé, eh bien, comme vous l'avez rappelé, et comme le décide la Cour de cassation, il peut y avoir une action en démolition. Donc, la question qui se pose est celle de savoir comment on peut faire disparaître cette servitude. Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux cas de figure, mais là, je parle combien sous le contrôle de Hugues Perrinet-Marquet. Le premier cas de figure, c'est celui où la servitude a été constituée à l'amiable entre les parties. Donc, il me semble que dans cette hypothèse, on peut imaginer que les parties consentent à mettre fin à cette servitude, avec le seul problème, c'est qu'elles doivent être bien certaines que la disparition de la servitude ne va pas rendre la construction existante et qui a été réalisée au bénéfice de cette servitude non conforme à la réglementation, ne va pas la rendre irrégulière. Et de ce point de vue, il me semble qu'il serait sans doute éminemment souhaitable de demander un certificat d'urbanisme à la ville de Paris pour essayer de voir ce qu'il en est. Car c'est naturellement le risque. C'est une mauvaise interprétation de la règle par les parties à ce contrat de servitude. Donc là, c'est, disons, peut-être relativement simple. Quid lorsque la servitude a été imposée par décision de justice? Est-ce que, dans ce cas, on peut imaginer que les parties, si vous voulez, procèdent d'elles-mêmes à la disparition de la servitude, ou est-ce qu'il ne faut pas... là, je dois dire que je n'ai pas de réponse. Je ne sais absolument pas s'il est imaginable que des parties... parce que je suis dans l'hypothèse où elles sont d'accord. Les deux parties sont d'accord pour y mettre fin, même si elle a été constituée au départ par une décision de justice. Supposer que les deux parties soient d'accord, est-ce qu'elles sont en droit, alors que ça a été imposé par décision de justice, d'y mettre fin? J'aurais tendance à dire oui, mais j'aimerais mieux que ce soit jugé pour en être sûr. Parce qu'après tout, ça a été imposé à défaut d'accord du propriétaire du fonds servant. Si le propriétaire du fonds servant et le propriétaire du fonds dominant sont d'accord pour y mettre fin, je ne pense pas, mais principe du parallélisme des formes, etc. Enfin, je crois qu'on est obligé quand même de laisser un léger point d'interrogation sur cette question.
vous vouliez dire quelque Non, mais chose. vous allez peut-être le dire, hein, donc, mais je pose la question parce que comme on est vraiment dans le mode de constitution de cette servitude, hein, on voit la servitude judiciaire, Oui. avec la question que vous posez, la servitude amiable qui sont constituées actuellement dans le cadre du PLU, et on voit bien que, enfin, je pense qu'aujourd'hui les choses sont claires et c'est important de le dire, c'est que des servitudes de ce type, c'est-à-dire amiables, n'ont pas besoin, enfin, la ville de Paris n'a pas besoin de délibérer pour y mettre un terme. En revanche, quid de la servitude qui, en fait, où on a un troisième larron à la... Je vais y venir. D'accord. Non. Ok. Non, très Oui, bien. Oui, non, mais ça, c'est le problème de savoir si ces servitudes sont véritablement des servitudes mixtes. Mais avant d'y arriver, je voudrais juste dire un mot sur l'hypothèse dans laquelle la servitude ne devient plus nécessaire, cesse d'être nécessaire du fait de l'évolution de la réglementation, et où le bénéficiaire de la servitude ne veut pas y renoncer. Ne veut pas y renoncer, et donc on est en présence d'une servitude de droit privé, et par conséquent, même si cette servitude n'empêche pas la délivrance du permis, elle est malgré tout bloquante, dans la mesure où elle va permettre une action en démolition, ce qui est quand même assez gênant. Donc là, comment en sortir? Et c'est exactement, enfin c'est pas exactement, mais c'est le même problème malgré tout. Enfin, c'est un problème très proche de celui que la loi Allure a essayé de régler en ce qui concerne le lotissement. Comment passer outre à la volonté du bénéficiaire d'une servitude qui n'est plus utile au regard du droit de l'urbanisme, mais dont il estime qu'elle lui est utile. Alors, là, on peut se demander si, effectivement, il ne serait pas souhaitable que le législateur de 2014-2015 procède comme avait fait le législateur de 1958, c'est-à-dire prévoit la possibilité de saisir le juge judiciaire, pour lui demander de mettre fin à cette servitude dès lors que l'intérêt public l'exige, etc. Et je pense que dès lors que ce serait le juge judiciaire qui aurait le pouvoir de le décider dans les hypothèses où cela apparaît véritablement nécessaire pour permettre une opération qui, bien que privée, présente un caractère d'intérêt général, etc., je pense que dans cette hypothèse, on peut considérer qu'il n'y aurait pas... Enfin, que cette disposition serait constitutionnelle, que le Conseil constitutionnel accepterait cette manière de procéder. Bon, mais ça, c'est vraiment déléger ferenda, mais il faut bien se rendre compte que si on ne met pas en place un mécanisme de ce type, eh bien, ces servitudes resteront bloquantes et empêcheront, comme empêcher les servitudes de lotissement, la réalisation d'un certain nombre de projets qui pourtant, bien que d'initiative privée, peuvent présenter un caractère d'intérêt général absolument incontestable. Alors, j'en arrive à la question la plus difficile, qui est celle de savoir ce qu'il en est dans l'hypothèse de ce que l'on appelle une servitude mixte. Alors là, je ferai une distinction entre deux sous-hypothèses, si je puis dire, celle où on est certain que la servitude est mixte et celle où, me semble-t-il, on peut malgré tout poser un point d'interrogation. Je prends les servitudes de minoration de densité qui ont existé à un moment, qui ont été supprimées par le Code de l'urbanisme et qui ont existé à un moment dans le Code de l'urbanisme. Ces servitudes de minoration de densité fonctionnaient de la manière suivante pour permettre en quelque sorte un transfert de COS d'une parcelle à une autre parcelle. Le Code prévoyait qu'on concluait un contrat entre les propriétaires des deux fonds concernés et que ensuite le préfet prenait un arrêté qui, si vous voulez, attribuait la nouvelle constructibilité à chacune des parcelles. Bon, là, il est évident que l'on est en présence d'une servitude mixte,
puisque le contrat de droit privé se trouve est repris par l'autorité administrative qui, en quelque sorte, modifie la règle d'urbanisme applicable aux 2 parcelles. Et donc, il procède à une modification de la règle d'urbanisme applicable à ces 2 parcelles. Donc là, il est clair que c'est bien une servitude mixte. Et le tribunal administratif de Paris a jugé récemment, de façon extrêmement logique, que puisque ces servitudes, enfin, cette manière de procéder n'est plus prévue par le Code, elles ont disparu en tant que servitude administrative, enfin dans leur dimension administrative, de droit public. Mais en revanche, naturellement, il ne prend pas position sur le point de savoir si elles ont disparu du point de vue du droit privé et si les 2 co-contractants n'ont pas un droit à ce que les densités qu'ils ont fixées dans le cadre de leur convention continuent à être respectées. Donc juste sur le TA de Paris, ce que dit le TA, c'est qu'en fait, les nouvelles règles d'urbanisme du PLU, l'article 14, etc., enfin avec le COS maintenant qui a disparu, ça, on va dire ça va encore plus loin, mais en fait, ont mis un terme à la servitude qui avait été instituée au sens du droit, administratif. Donc, dans sa dimension administrative. Dans sa dimension administrative. Donc, pareil, c'est le PLU en fait qui vaut suppression, la modification de la règle, et il n'y a pas besoin d'une délibération spécifique de la collectivité pour supprimer la servitude. Il y a une sorte d'abrogation, si vous voulez. Hein, okay. Et donc, effectivement, dans la règle en tant que règle administrative, règle d'urbanisme, disparaît, elle est abrogée. Bon. Alors, qu'en est-il de ces servitudes qui donc ont été constituées, dites-vous, par l'autorité administrative? Et parfois, elle signe les actes. Hein. On a oui, mais alors, moi, constitué par l'autorité administrative, ça m'ennuie parce que je ne sais pas si une autorité administrative peut ainsi imposer une servitude de ce type. Mais la question que je me pose, et grâce à vous d'ailleurs, parce qu'au rappel que vous avez fait de tous les textes qui, en fin de compte, permettaient la création de ces servitudes, ce n'était pas une décision de l'autorité administrative qui, usant de son pouvoir discrétionnaire, venait dire moi je ne vous délivrerai que si. Il y avait bien des textes qui prévoyaient que, effectivement, c'est un peu le mécanisme d'ailleurs de l'article L471, la seule chose c'est que c'était l'autorité administrative et pas le juge, prévoyait qu'on pouvait déroger à la règle dès lors que on mettait en place un mécanisme, disons, de remplacement. Nous sommes bien d'accord. Et donc, est-ce que véritablement on est en présence d'une décision de l'autorité administrative? Est-ce que, dans ces hypothèses, on ne peut pas venir dire que, en réalité, l'autorité administrative ne fait que constater que la condition mise par le texte, qui était l'existence de l'accord des propriétaires, cette condition est remplie. La condition est remplie. Et donc, mais vraiment, je vous assure que c'est une question que je pose et je n'ai absolument pas de certitude. Donc, ce que je me demande, c'est si on ne peut pas venir dire qu'en réalité, cette intervention de l'autorité administrative n'a pas pour conséquence de transformer la servitude, de donner à la servitude une dimension administrative. On peut se demander si elle ne reste pas une servitude de droit privé auquel il conviendrait d'appliquer les règles que l'on applique maintenant pour les servitudes qui ont été constituées sur la base de l'article L471. C'est une question. À supposer que la réponse soit négative, que donc ces servitudes soient bien des servitudes administratives. Alors là, quelles sont les conséquences de l'évolution sur le caractère administratif de la servitude?
caractère de droit privé de la servitude, en toute hypothèse, ce que j'ai dit précédemment, vaut toujours. Alors moi, je me demande, enfin, aussi longtemps que l'administration ne décide pas, après tout, parce qu'elle peut quand même délibérer pour modifier la règle, hein, ça me paraît possible. Si elle ne le fait pas, de deux choses l'une. C'est dangereux d'être assez réducteur. Mais soit cette règle d'urbanisme devient incompatible avec la nouvelle réglementation, et à ce moment-là, eh bien, elle est implicitement abrogée, soit elle n'est pas incompatible, il y a bien compatibilité, elle est simplement plus sévère, plus exigeante, et à ce moment-là, bien, Madame Chassaing va nous dire ce que l'administration fait lorsqu'elle est en présence de deux règles d'urbanisme qui ne sont pas incompatibles, mais dont l'une est plus exigeante que l'autre. On a quand même tendance à appliquer la règle la plus exigeante. Voilà. Donc voilà. Et là, je pense que c'est ça la très grande difficulté. Mais c'est la raison pour laquelle moi j'aurais tendance à plaider pour dire que en réalité cette intervention du préfet dans ce type de convention ne doit pas, peut être considérée comme n'ayant pas eu pour conséquence de transformer la nature de la servitude. Ceci étant... Et donc, en fait, on pourrait se dire que dans l'idéal, en fait, d'un point de vue du droit public, en fait, le mode d'extinction de cette servitude, c'est premièrement la modification de la règle, et puis la délivrance du permis en conséquence de cette modification de la règle. Voilà, et qu'on n'aurait pas besoin... Oui. Avec toutes les réserves, hein, j'ai bien compris, non, mais qu'on n'aurait pas besoin de prendre une délibération spécifique qui alourdit encore le dispositif de suppression. Hein. Franchement, que venait faire le préfet dans ces affaires, Il venait constater que la condition pour déroger était remplie. Nous sommes bien d'accord. Il ne faisait pas autre chose. On a pris pas mal de retard, mais c'est pas grave parce que c'est passionnant. Je vais, si vous en êtes d'accord, je vais passer la parole à la salle. Je voulais juste dire un mot sur tout ça. Donc, il y a le passé. Donc, on voit bien que sur le passé, il y a un gros travail. Il y a un travail de chacun d'entre nous pour convaincre le législateur de faire évoluer le texte comme en matière de lotissement, sachant que le but, c'est que ce soit plus clair que ce qui a été produit en matière de lotissement. Et puis, je pense qu'aussi, les notaires et les géomètres ont une responsabilité importante dans le cadre de l'écriture des servitudes qu'on est en train de constituer aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand aujourd'hui on écrit des servitudes, on les écrit pour l'éternité. Et on voit bien qu'elles ne sont pas, en tout cas, que les opérations de construction et les opérations d'urbanisme ne sont absolument pas là pour l'éternité, qu'au bout d'un certain temps, on va démolir, on va reconstruire, on va faire autrement, et que ces servitudes peuvent être extrêmement contraignantes. Donc je pense que dans les servitudes qu'on constitue actuellement, il est extrêmement important de trouver des mécanismes permettant d'y mettre un terme quand les projets, les constructions, quand les constructions vont être démolies et qu'on va construire autrement, quand la règle d'urbanisme va évoluer. Et donc je pense qu'on a un vrai travail géomètre et notaire sur ces sujets-là pour au moins régler la question de l'avenir et puis sur le futur, essayer de convaincre le législateur de faire évoluer les textes. Être extrêmement clair en fait sur la cause de l'institution de la servitude pour que lorsque la cause de l'institution disparaisse, la servitude puisse elle-même disparaître.